Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 9e épisode de l'Instant Sportif, votre podcast qui va parler de toutes les actualités au niveau du sport. Thierry Simard, toujours en compagnie de Pierre-Olivier Deschênes aujourd'hui. Et également, plus tard, on va avoir un invité pour nous parler des prochaines séries qui vont commencer dans le baseball. Mais tout d'abord, on va commencer avec le bloc d'actualité. Tout d'abord, avec les nouvelles de hockey, il y a eu quelques signatures, notamment les Maple Leafs de Toronto qui sont allés signer leur gardien de but partant, je peux dire ça comme ça. Donc, Anthony Stolarz qui a signé un contrat. P.O., si tu peux nous en parler rapidement. Ouais, donc Stolarz a signé un contrat de 4 ans, 3,75 millions de dollars. Ça va commencer en 2026-2027. Donc c'est quand même un bon contrat s'il est capable de garder le pace qu'il avait l'année dernière. Mais le seul problème avec lui, comme tu as dit gardien partant, mais tu as comme hésité. Parce qu'il n'a jamais Ouais. été un gardien partant dans sa vie. Mais les statistiques qu'il avait dans les 2 dernières années en jouant peu de matchs, c'était incroyable. Puis en série, avant qu'il se blesse, il était très très bon. Mais là, c'est de voir s'il est capable de le faire à longue durée. Donc c'est pour ça que son salaire est pas plus haut que 3,75. Donc je trouve que c'est un très bon contrat pour les Maple Leafs. Effectivement, je trouve ça aussi. Sinon, les rumeurs sont finalement terminées. Les fans des Loulous des Canadiens peuvent aller se recoucher. Non, Mason McTavish ne sera pas le deuxième centre de n'importe quelle autre équipe, sauf les Ducks, parce qu'il leur signé un contrat de 6 ans, 7 millions, c'est Ouais, ça? exactement. Puis c'est vraiment étonnant. Un gars qui a attendu autant longtemps, il y a eu autant de négociations. Moi, je pensais qu'elle allait avoir 8 ans, 8, 9, peut-être même qu'elle, lui, il voulait 10 millions. Seulement 7 millions. Que c'est quoi, les Ducks offraient 4 millions, je comprends pas trop. Ouais, Mais, ça va euh, être ça. mais moi, je pense que c'est plutôt le nombre d'années, parce qu'on a vu Verbeek qui a déjà signé des contrats plus courts ou plus longs. Est-ce que le joueur voulait pouvoir atteindre les agents libres? Ben, on sait pas trop c'était quoi vraiment les disputes, mais finalement, 6 ans, 7 millions, je trouve que c'est un très bon contrat pour les Ducks. Deuxième centre qui va être très très bon, un gars qui va faire probablement dans ses meilleures années du 70 points en étant physique, en étant bon défensivement, donc très bonne signature de leur côté. Puis sinon, relié aux Ducks, c'est un joueur qui a eu, comme tu l'avais dit il y a quelques semaines, un regain de vie lorsqu'il avait été échangé les Ducks d'Anaheim. C'est le défenseur Cam Fowler qui a signé avec les Blues de Saint-Louis. Puis c'est une grosse signature, c'est 3 ans, c'est pas tant long, mais 6,1 millions pour Cam Fowler, donc c'est quand même très très bon. Puis ça commence en 2026-2027, donc il va être encore avec les Blues pour 4 ans. Et lui vraiment en série, surtout, il avait été très très bon. Je pense qu'il avait fait 10 points Ils ont fait juste une ronde les Blues, donc 10 points en une ronde, c'est Ouais. très très bon. Je pense qu'il y avait un match à 5 points, donc il avait vraiment été très très bon. Donc ça aussi, bonne signature pour les Blues. Sinon, on a fait le tour pour les signatures. Il y a un joueur qui a annoncé sa retraite récemment. C'est, comme on l'a très souvent appelé entre nous deux, le meilleur marqueur de 40 points, le meilleur scoreur de 40 buts qui a jamais scoré 40 buts. C'est-à-dire Max Pacioretty, l'ancien capitaine des Canadiens, qui a annoncé sa retraite à 36 ans. Quand même pas une mauvaise carrière, c'est juste que c'est sûr que les blessures l'ont vraiment ralenti. Mais Pacioretty, tout d'abord, bien sûr, c'est toute la carrière avec les Canadiens en tant que tel. Il a été nommé capitaine. Après, c'est le fameux échange avec Nick Suzuki, qu'on peut dire plus tard que les Canadiens ont fleece les Golden Knights. Ben, Même si, les deux équipes ben, n'étaient pas en sur le même coup, non. place. Ouais, Ouais. Sur le coup, non. Mais maintenant, mettons que c'est les Canadiens qui récupèrent et de vraiment beaucoup, plus de et de cet beaucoup, ouais. échange-là. Parce que oui, Tatar est plus là. Mais tu sais, Suzuki pareil. Puis Pacioretty, il y a eu les blessures. Puis on se rappelle par contre qu'au début, Bergevin, c'est qui voulait, c'est Cody Glass. Sauf que Ça aurait pas Vegas, été lui, pareil pour les Canadiens, hein. ah, effectivement, on dirait un autre bel échange de Bergevin. Mais en tout cas, donc Max Pacioretty qui annonce sa retraite, c'est près de 600, c'est au-dessus de 600 points en un peu moins de 1000 matchs. Donc, une excellente carrière pour Max Pacioretty. Sincèrement éligible pour le Hall of Good au moins. Euh, Ouais. sinon, également, il y a une autre nouvelle dans la LNH, une certaine blessure, mais ça, on va en parler un petit peu plus tard dans le preview parce que ça concerne une des équipes qu'on va évoquer lors des previews d'aujourd'hui dans la division Atlantique. Sinon, on continue le calendrier préparatoire des matchs dans la LNH, avec notamment, si tu peux me parler rapidement des deux matchs que les Canadiens ont joués depuis. Ils ont gagné un match, oui, contre Toronto, contre les Maple Leafs, mais ils en ont perdu un 7-2 contre les Marlies de Toronto. Ça, que c'était un petit peu. C'est ça qu'il faut pas vraiment Ouais, regarder les matchs préparatoires plus qu'il ouais. faut parce que le premier match contre Toronto, on était à domicile, on avait nos deux premiers trios au complet, puis eux, leur meilleur joueur, c'était Scott Lawton. Donc, tu disais ça allait être facilement 7-2 pour les Canadiens. Ah, ben, ça a été 7-2 pour Toronto. Donc, vraiment, les matchs préparatoires, c'est plus les jeunes qui se forcent. Donc, faut pas regarder les résultats. Faut regarder vraiment chaque joueur individuellement, comment ils ont joué. Puis, honnêtement, dans le match de 7-2, il y a pas vraiment personne chez le Canadien qui ont gagné des points. Les seuls qui ont gagné des points, c'est comme
un Owen Beck qui a pas joué. Parce qu'en jouant pas, il peut pas faire pire que les autres qui ont joué. Et sinon, dans l'autre match, là, c'était à Toronto. Là, c'était les Maple Leafs qui avaient des meilleurs joueurs. Puis les Canadiens avaient peu de joueurs de la Ligue nationale. Et c'est eux qui ont gagné 4-2. Donc, vraiment, les matchs préparatoires, on peut pas dire grand-chose. Mais après ça, il y a eu des coupures. Et dans les gros noms qui ont été coupés, c'est Fowler. Mais Fowler, on savait qu'elle allait aller jouer un an complet avec le Rocket, dominer tout ça. Et un autre qui cherchait à faire sa place, qui avait dit en début de saison, je me sens dans ma meilleure forme et tout, c'est Joshua Roy. Puis il fait partie de la première ronde de coupure. Donc, ça sent un peu... Ben, c'est pas la fin, mais ça va être dur pour lui. Surtout que quand il est dans sa meilleure forme, puis il fait partie des premiers coupés, ça doit être rough pour le moral, là. Effectivement, c'est rough. Mais sinon, y a-tu d'autres choses qui ont attiré ton attention lors du calendrier préparatoire pour l'instant? Honnêtement, dans ces deux matchs-là, pas fameux. Il y a Beck, Kapanen, je trouve qu'ils font bien. Puis à date, on cherche encore qui va être le deuxième et le troisième centre. Newhook, Dak, ils ont pas vraiment l'air de centre. Est-ce que ça va être Beck, Kapanen, Florian Jacquet peut-être, Veleno, on sait pas encore. Il y a encore plein d'essais, mais il y a rien qui me dit « Oh wow, on a quelqu'un là ». Sinon, il y a eu quand même quelques blessures. Ben, déjà, Noah Dobson, même si c'est pas très sérieux. Puis finalement, ça, c'est le gars qui est fait en... C'est quoi le matériau? Je pense que c'est plus... C'est encore plus fragile que du verre de 2 mm d'épaisseur. Là. Encore plus fragile, il y a quoi de plus fragile? Ben, Rumbacker. Il y a ça qui est plus fragile. Ouais, effectivement. David Rainbacker. On sait le prospect que les Flyers avaient repêché, les Canadiens avaient repêché Michkov. Oh, ouais, non, c'est le contraire. Ouais. Non, ok, c'est bon. Donc, en tout cas, Rainbacker est blessé, on n'en parlera pas. Ben, sinon... si je reprends les paroles de quelqu'un de BPM, c'est Ben, il a dit il tousse puis il se fouille une cheville. Ça résume pas mal Rumbacker. Mais là, faut lui donner, c'est de la malchance, puisqu'il a bloqué un tir, puis ça il a cassé un os, mais en même temps, ça je rajoute tout le temps. Il y a tout le temps une nouvelle affaire. Et pour parler de Dobson, il y avait aussi Goulet. Les deux, on les a vus à la pratique avec un chandail régulier. Donc, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Est-ce qu'ils vont jouer des matchs préparatoires, ils vont-ils attendre la saison. Mais espérons que ce soit pas dramatique, parce que sinon, pas de Rumbacker en plus, là, ça va être du Del Gaizo, puis du joueur de même qui vont jouer. Sinon, ça me tente pas trop. Mais sincèrement, est-ce que tu voyais Rainbacker se faire une place dans l'alignement? Ben, je pensais pas se faire une place, mais si Dobson puis Goulet sont blessés, ben là, il serait venu, mais là, s'il est pas là, lui non plus, là, ça va être... faut aller chercher un peu plus loin, là, disons. Effectivement. Sinon, c'est pas fini pour le côté préparatoire. Il y a également des nouveaux chandails qui ont été dévoilés cette semaine, deux dans la dernière semaine. Tout d'abord, le Wild du Minnesota. Ben, c'est deux chandails d'anniversaire en tant que tel. Donc, tout d'abord, le Wild du Minnesota, qui célèbre quand même leur 25e anniversaire cette année, comme les Blue Jackets d'ailleurs. Il faudrait faire la liste de toutes les équipes qui célèbrent un anniversaire cette année, parce qu'il y en a énormément. Il y a l'Avalanche, ça fait 30 ans cette année aussi. Puis il me semble qu'on était supposé avoir un chandail des Nordiques du côté de l'Avalanche. Les Blue Jackets, le Wild, ça fait 25 ans. Les Jets, ça fait 15 ans déjà maintenant. Les Rangers, les Red Wings, les Blackhawks, ça fait tous 100 ans aussi. Les Sharks également, ça fait 35 ans. Puis justement, j'y viens. Donc le Wild, ils ont littéralement dévoilé leur premier uniforme à l'étranger, leur chandail blanc, sauf qu'un des logos sur l'épaule, c'est le logo anniversaire. En tout cas, bah, c'est un chandail qui marche bien en tant que tel. Puis je l'aime mieux, celui-là, que leur chandail à l'étranger actuel. Je l'aime beaucoup aussi. Le blanc. Même si, par contre, je trouve que leur chandail à domicile, présentement, est mieux que leur premier à domicile. Ben, le premier chandail foncé. Puis même, le chandail foncé qu'ils ont depuis qu'Adidas a commencé à faire des jerseys en 17-18, je trouve que c'est leur meilleur chandail foncé que le Wild a eu, là. Je préfère ça au chandail rouge, par exemple. Puis sinon, les Sharks, ça fait déjà 35 ans qu'ils sont dans la Ligue nationale. Puis surtout, moi, c'est ça qui m'a perturbé. C'est que quand j'ai vu, j'ai fait, mais pourquoi ils sortent un chandail anniversaire? Ça n'a aucun rapport. J'ai fait 35 ans, j'ai fait, attends, ça fait 5 ans qu'ils ont eu 30 ans. Parce que, tu sais, la saison, c'était 2021, ça fait pas si longtemps. Je me souviens, il y avait comme, ils ont sorti leur premier jersey foncé pour leurs 30 ans. C'était en 2021. Je me dis, 2021, ça fait 5 ans. Ouais, ça passe vite. Ça passe tellement vite. Donc là, ils ont ramené en gros leur chandail foncé qu'ils ont utilisé de 98 à 2007, qui est moins stylé, je trouve, que leur premier uniforme foncé. Mais en tant que tel, ça reste quand même un uniforme nostalgique pour beaucoup de fans des Sharks en tant que tel. Donc, ils vont porter à 4 occasions. Puis qui a été modeled par Mario Ferraro. Le niveau de Star Power, ça nous est triste un peu. Mais non, mais il n'y avait pas Foley puis Selby. Au moins. En attaque, il y a déjà mieux qu'en défense, disons. Effectivement. Ben, sinon, ils peuvent toujours demander à Carey Price. Ah, ouais, non? La grosse vedette. Ouais, pour ça. Bon. Donc, on avait pas mal fini du côté des news dans la LNH en tant que tel. Maintenant, on peut passer au football. La semaine 4 qui commençait
Tout d'abord, la semaine qui s'est commencée par une défaite des Cardinals. Ouais, dure défaite pour ton équipe. Mais ils se Oui, sont quand même battus pour revenir, c'est au moins. oui. Mais ils méritaient pas le match. Genre, Non. sincèrement, je l'ai écouté. C'était contre les Seahawks, pour ceux qui ne savaient pas. Les Seahawks ont dominé. Les Cardinals ont quand même réussi à remonter, mais c'est sur le dernier botté du match que les Seahawks ont remporté finalement. Mais sincèrement, les Cardinals ne méritaient pas le match. Les Seahawks étaient dominants, l'attaque ne produisait pas. Puis, en tout cas, Marvin Harrison, oui, il a fait un touché, mais son début de match était Ouais, juste affreux. la moitié du premier match, wow. La Ouais, moitié ouais. du match, c'était vraiment désastreux comme ces autres matchs. Il échappait des ballons faciles, même qu'il y en a un que jonglait avec et finit par intercepter. Mais après ça, en deuxième moitié, il s'est repris. Donc peut-être c'est peut-être encourageant pour les prochains matchs, mais il faut qu'il se réveille. Là. Effectivement. Donc, en tout cas, au moins, les Cardinals vont leur prochain match, ils être un petit peu plus facile, on va en parler. Notamment, mais les Seahawks sont quand même pas mauvais. Ils sont quand Pour même pas vrai, mauvais. Ils ont un bon début de saison. très bon début de saison, ouais. Donc, tu sais, moi, sincèrement, là, oui, on hate sur Sam Darnold, mais je trouve qu'il Ouais. est pas si pire que ça. Sans play-off. Ouais. C'est un peu le livre si t'es QB. Faut pas Je vais avec abuser, les là. pieds à comparaison. Non plus, il n'y a pas le star power d'un Matthews ou d'un Marner en saison, là. Détail. Bon, ok. Sinon, on va continuer. Il y avait un match à Dublin cette fin de semaine. Donc, Dublin, c'est en Irlande, pour ceux qui ne savaient pas. C'était un match entre les Steelers et les Vikings. Donc, je me souviens, le dernier match qui était à l'étranger, c'était au Brésil entre les Chiefs et les Chargers. Là, Steelers, Vikings, ouais, ça donne un petit peu moins envie. Puis là, le prochain, en tout cas. Mais donc, Steelers-Vikings, les Pittsburgh, qui l'ont remporté 24-21. Donc, un match quand même serré. On se rappelle que les Vikings n'ont pas leur carrière partant. Il est blessé en Ben, tant que j'ai tel. Donc, l'impression que si Carson Wentz continue comme ça, il va peut-être voler la place. Pour vrai, il fait vraiment pas mal. ouais. Puis JJ McCarthy, c'est pas comme s'il avait fait tant wow que ça non plus dans les Mm. matchs qu'il a joué. Donc, ça pourrait être peut-être un moment important pour lui dans sa carrière. Là. Effectivement. Puis ben, les Steelers, ben, Aaron Rodgers, c'est quand même un bon match. Donc, les Steelers, tu sais, qui sont pas tant ils sont pas tant mauvais. En tout cas, ils ont un début de saison correct, quand même Genre, aussi. son 3-1, c'est très bon, mais quand il joue, c'est ça. Il joue bien, mais pas tant Ouais. wow. Mais les victoires sont là. 3-1, c'est très très bien. Sinon, les Falcons qui l'emportent 34-27 contre les Commanders. Donc, on se remet Ouais. très bien de la défaite de 36-0 de la semaine dernière contre les Panthers. C'est-tu 36-0? Bon, en tout cas, il s'était fait Je vais aller blanchir par les vérifier. Panthers à Caroline. C'est Il s'était 30-0. fait blanchir 30-0. par les Je viens d'aller Panthers. voir. 30-0 par les Panthers. Donc, en tout cas, c'était assez gênant. La victoire. Sinon, si on m'avait demandé avec les Chargers qui étaient 3-0, c'est quelle équipe qui allait être les premiers à les battre, j'aurais pas parié sur les Giants de New York, mais c'est eux qui ont battu les Chargers pour la première fois. Match remporté 21-18. Jackson Dart, dans son premier match, il a réussi à remporter. Il a fait un touché par la passe, un touché par la course. Très bon match du jeune joueur recru. C'est lui qui a réussi à remporter puis éliminer, ben pas éliminer, mais enlever la fiche parfaite des Chargers. Et c'est leur première victoire. Donc c'est vraiment très surprenant. Là. Il y a peut-être plusieurs personnes dans leur Survivor qui avaient choisi les Chargers contre les Giants. Mais ça a été une victoire des Giants. Puis sinon, par contre, les Giants, il y a une mauvaise nouvelle, c'est Malik Neighbors Ouais. qui a été blessé, puis que normalement, si j'ai bien vu, il va rater le reste de la saison, Ouais. parce que sa saison est terminée. Leur Bon, meilleur pareil, receveur est de loin. Là. Ouais, mais ils sont 1-3 les Giants, c'est pas comme si ça allait changer grand-chose, je pense. Ils vont pouvoir tank mieux. Sinon, les Texans qui ont fait remporter un premier match cette année, en même temps, c'était contre les Titans, victoire de 26-0, donc ça n'a pas été très compliqué là non plus. Mais comme Cam Ward l'a dit, leur corps arrière, il a dit We ass. On est mauvais. Il a vraiment dit, il a fait ben. Tu veux que je te dise quoi? Moi, mes receveurs là, en défense, en attaque, on est mauvais là. En tout cas, donc victoire des Texans. Sinon, les Eagles qui continuent en fiche parfaite de 4 victoires, aucune défaite, victoire de 31-25 contre les Buccaneers, donc un match qui était quand même intéressant. Les Eagles qui trouvent encore une façon de gagner, puis que ils jouent bien. Je sais pas si toi Ben, t'as regardé le match. par la passe, encore une fois, il n'y a pas grand chose, mais il réussit à gagner avec ses coins, avec les fois la faufila du corps, puis il réussit à gagner. Mais encore une fois, il n'y a pas eu grand chose par la pause. Non, effectivement. Sinon, Patriots-Panthers, un match très intéressant qui s'est soldé par une victoire de 42-13 de la Nouvelle-Angleterre, donc pas été très serré. Donc là, techniquement, si on suit la logique du football cette année, les Panthers blanchissent les Falcons. les Falcons. Les Falcons battent les Commanders. Non, je sais même pas ce que je m'en vais. Mais en tout cas, ça veut dire que les Patriots... Son meilleur que les je sais Commanders. même pas ce que... Ouais, en tout cas, ouais, c'est exactement ça que ça veut dire. Pas si tant que ça, mais en tout cas. Mais sinon, il y a les Lions qui ont battu les Browns.
Ah, ben là, c'est les Browns. Ouais, mais Mais les Browns, 34-10, mais les Browns ont battu les Packers. oui. Mais les Et Packers les ont battu. Packers, on sait qu'ils ont battu les Lions. Que ça marche pas, là. Ça marche pas tant, non? Puis on se rappelle que selon les fans des Packers, les Browns représentent la meilleure défensive de la ligue. Après la défaite de la semaine dernière, en tout cas, ils ont trouvé ça comme excuse. Mais là, ils ont les encore des 34 points. Hein? Donc, ouais, contre les Lions, donc victoire des Lions. Sinon, les Bills, qui ont. Le match a été relativement plus serré, mais serré quand qu'on même pensait. victoire de Ouais. ouais, quand même victoire de 31-19 contre les Saints, en même temps c'était Nouvelle-Orléans. Sinon, si on m'avait dit au début de la saison qu'après 4 matchs, les Jaguars auraient une fiche de 3 victoires, une défaite, je les aurais pas cru. Ben pourtant, victoire de 26-21 contre les 49ers. Première défaite pour les 49ers cette saison aussi. En même temps, les 49ers ont beaucoup de blessés. Même si je crois que Brock Purdy était de retour pour le match, si je ne me trompe pas. Je peux aller vérifier, parce que celui-là, je l'ai pas regardé. Je vais être honnête, c'était pas le match qui m'intéressait Ouais. le plus dans ce match-là. Et oui, Brock Purdy était de retour, mais il manque encore plusieurs joueurs. Là. Ouais, en tout cas. Mais au moins, victoire des Jaguars pour un bon début de saison. Le début de saison parfait des Colts s'est terminé défaite de 27-20 contre les Rams. Donc, quand même, les Rams, c'était peut-être une plus grosse équipe à affronter que les trois autres avant. Mais quand même, on va voir si les Colts peuvent continuer sur leur bonne lancée pareil. Sinon, match assez serré. Victoire des Bears 25-24 contre les Raiders. Bon, encore là, c'était pas le match de l'année, on va se le Puis dire. ça s'est joué sur un botté bloqué à la toute fin par la part des Bears, donc ça aurait pu facilement aller de l'autre côté. Et dans ce match-là, je veux quand même dire un gros bravo à Genty qui a fait 3 touchés. Vraiment, enfin, la recrue peut s'imposer. Puis il a été très très bon dans ce match-là. Sinon, mauvaise nouvelle du côté des Ravens de Baltimore qui ont probablement perdu qui ont perdu Lamar Jackson On sait lors pas du encore match pour de combien de hier. temps, mais... Mais quand même, c'est une blessure pour Lamar Jackson. Et j'avoue, avec ma prédiction de début de semaine, je pensais des loulous à dire que les Chiefs allaient gagner. Et pourtant, victoire de 37-20 Kansas City contre Baltimore. Même qu'à la fin, tu te souviens, je t'ai demandé pourquoi ils font plus jouer Mahomes. Puis il était comme, ben, c'est parce que c'est vraiment easy win. C'est pas de risque de blesser. Puis c'est vrai. Donc, victoire des Chiefs 37-20. C'était le retour examen de Xavier Worthy Qui a très bien dans joué. dans l'uniforme des Chiefs pour le match, qui heureusement ne s'est pas fait friendly fire par Travis Kelce cette fois-ci. Ça, c'est le fun. Sinon, un match encore plus serré que les Bears Raiders. Puis là, on dit plus serré parce qu'il n'y a littéralement pas eu de vainqueur. C'est les Packers contre les Cowboys. Le match du retour de Micah Parsons à Dallas. C'est soldé par un match nul. C'est quand même assez rare de voir ça dans la NFL. Puis toi, Théo, je vois ta face juste parce que t'es resté réveillé tout le long pour écouter ce match-là pour que finalement, il n'y ait pas de Ah, vainqueur. pour vrai, pas de vainqueur, là, c'est tellement agaçant, là, on dirait que t'as waste ton temps. Puis en plus de ça, Michael Parsons, à part un jeu qu'il a fait en fin de match, il était pas là, je sais pas s'il jouait là. C'est comme, il a été inexistant, surtout 40-40. Puis si j'ai bien vu une statistique passée, je pense que les Cowboys ont la pire défense. C'est eux qui ont accordé le plus de points, mais ils sont premiers pour le nombre de points marqués aussi. Les Ah, Cowboys. Donc, ah bon. au moins, c'est des matchs le fun à regarder. Mais là, je me demande, là, on voit tout le monde sont 1-3, 2-2, 0-3. Eux sont 1-2-1. Mais j'ai comme l'impression que ça agit comme... Parce qu'il n'y a pas de système de points comme dans la LNH ou des trucs comme ça. Ouais, Donc, j'ai l'impression que ça agit comme une défaite. Sauf si vous avez le même nombre de wins, là, tu passes devant. ouais. Je pense que ça doit être ça. Mais c'est comme, c'est décevant, là. T'arrêtes juste de continuer une autre prolongation, puis c'est tout, là. Arrêtez ça Ben à écoute, ça doit être comme 40-40. ça. Ben écoute, on a pu savoir c'est quoi que les fans de football européen ressentent. Non, mais C'est-à-dire, au dans le moins... trois quarts des matchs, ça finit par match nul. Ouais, mais au Parce que moins, c'est le eux, soccer, on perd pas. s'ils veulent un match nul, ils mettent pas de prolongation. Pourquoi tu mets une Ouais, c'est prolongation ça. pour dire, bon, ben, soir avec égalité? Genre, soit tu finis que c'est pas égalité, ou t'arrêtes le match, pas de prolongation, là, je comprends pas. Tu sais, on chiale, mais la LNH, jusqu'en 2003-2004, en saison régulière, c'était ça aussi. Il y Ouais, avait une mais, prolongation, puis si ça y avait pas de vainqueur, ben le match s'arrêtait là, c'était match nul. oh, mais c'est bien, je vais le dire, c'est BS, là. Mais en tout cas, c'était comme ça que ça C'est marchait. la grosse Puis, merde, là, je vais être honnête, là. puis sinon, aujourd'hui, il y avait tout d'abord le Tank Ball, le match le plus attendu de la semaine, Dolphins-Jets, qui s'est soldé par une victoire de 27-21 de Miami, avec un super bel uniforme d'ailleurs, Oui, leur uniforme mais, je suis noir. pas sûr si les Dolphins ont sorti de là vainqueur à cause de la blessure de Tyreek Hill, là. Ouais, effectivement, avoir sa jambe, ça a dû faire mal quand même un petit peu. Si vous n'avez pas vu les images, là, vous pouvez aller voir, c'est un peu partout sur les réseaux sociaux. Ouais. Je pense pas qu'il va jouer la semaine prochaine, là. Je pense pas.
Je pense pas non plus. Puis sinon, les Broncos qui affrontaient les Bengals, puis encore là, les Bengals sans Joe Burrow, ça se porte très bien. Pour l'instant, on est au troisième quart au moment où on enregistre, et les Broncos mènent 21-3. Donc, l'offensive des Bengals marche très très bien. Les Bengals, on voit que Joe Burrow faisait des miracles. Là. Genre, si vous regardez la fiche des Broncos l'année passée, puis comment ils font 7 points à l'attaque, là, regarde maintenant ce que ça fait quand il est pas là. Là. Ils sont tellement, mais tellement mauvais. Là. C'est terrible. Mais C'est sincèrement, affreux. Là. penses-tu que les Bengals, sans Joe Burrow, peuvent avoir gagné un autre match cette année? Non. Non, pour elle, non. Non? Non. Non, pour elle, Parce qu'il c'est faut pas affreux, juste là. un carrière correct qu'il faut. Là. C'est la O-line est tellement mauvaise que Burrow Ouais. faisait des miracles. Puis c'est pas comme si, genre, les Texans, on sait qu'ils font pas tant de points en attaque, mais ils ont une bonne défense. Ils ont pas de défense non plus. Ils ont un bon joueur en défense, c'est tout. C'est très triste pour les Bengals Mais qui, c'est quand très même, qui triste commencé leur pour saison eux 2-0. qui ont repêché, genre, Jamar Chase. Genre, c'était le consensus choix numéro 1 cette année. C'est ciao? Ou c'est ciao? C'est ciao. Donc ça, c'était pour les matchs de la semaine 4 dans la NFL. Rapidement, pour la semaine 5, il n'y a pas tant de gros matchs intéressants, on va se le dire. Il y a jeudi, c'est un match entre les Rams et les 49ers. Ça peut être sympathique, même si je vais peut-être plus donner mon avantage aux Rams à cause du nombre de blessés des 49ers. Sinon, il y a un match également en Europe. Je ne sais pas si c'est... Il faudrait que je check c'est où. C'est à 9h30 le matin. Ça va être entre les Browns et les Vikings. Donc là, pas aussi l'affrontement qui vend le plus de rêves, mettons. Sinon, ben écoutez, ça va être du Giants Saints puis du Cowboys Jets. Là. C'est des bons matchs. Là. Des très bons matchs. Broncos Eagles, ça peut être sympathique. Ouais. Mais encore les Broncos, je trouve qu'ils déçoivent depuis le début d'année. Donc, moi, je pense que les Eagles vont gagner. Pareil, Ravens, j'espère qu'ils vont se reprendre contre les Texans, mais avec la blessure à Jair Lamar, on ne sait pas trop. Les Cards, j'espère sincèrement qu'ils vont battre les Titans. Si on perd contre... C'est gênant, là. C'est vraiment gênant. Sinon, les Lions devraient faire 75 points puisqu'ils jouent contre les Bengals. Ouf, ça va être terrible. Là. J'ai peur de voir ça. Mais en même temps, j'ai hâte parce que j'ai Jamar Gibbs. Donc, pour moi, Ouais. c'est bien positif. Mais, ça va être terrible pour les Bengals. Ouf. Puis sinon, Commander Chargers, ça peut être sympathique. Ouais. Dimanche à 4h30 environ, 16h25. Sinon, les matchs du dimanche soir, c'est Bills Patriots. Ben, les Bills, je voulais pas qu'ils la prennent trop à la légère. Parce que les Pats, je trouve que oui, ils sont 2-2, mais ils jouent quand même relativement correct, je trouve. Mais les Bills sont 4-0. C'est une des deux seules équipes encore invaincues avec les Eagles. Mais les Bills Donc, devraient le les deux remporter. dernières victoires des Bills, c'était quand même des matchs relativement serrés. C'est contre les Dolphins puis les Saints. Relativement serrés en tout cas. Tu sais, contre les Dolphins, je crois que les Dolphins avaient pas mal joué. Puis les Saints, c'est quand même resté serré longtemps. Fait que Ben, il faut faire attention j'ai pour les l'impression que les Bills. Bills, je pense qu'ils s'en foutent vraiment. Je pense que c'est les séries Ouais. qui comptent. Là, Ouais. on le sait que c'est une bonne équipe. On le sait qu'ils vont faire les séries. Ils sont 4-0. Ils peuvent cruiser jusqu'à la toute fin. Eux, ils veulent juste pouvoir battre les Chiefs puis aller au Super Bowl. Là. Justement, les Chiefs qui vont être à l'honneur là, du Monday Night Football contre les Jaguars de Jacksonville. En début de saison, on aurait Puis- dit match facile, mais finalement, c'est les Jaguars qui sont 3-1. là. Les Jaguars qui sont 3-1 et les Chiefs qui sont 2-2. Donc, en tout cas, ça, c'est les matchs pour la semaine qui s'en viennent dans la NFL. Également, petit niveau de sport automobile, il y a Max Verstappen. Il n'y avait pas de Grand Prix. Et Max Verstappen a fait une deuxième course d'endurance dans une série que c'est la Nürburgring Langstrecken Serie. Désolé, c'est de l'allemand. J'ai pas fait allemand au secondaire ni au cégep, donc je suis pas un spécialiste. Mais c'est une série de courses d'endurance qui se tiennent toutes sur le même circuit, c'est-à-dire la Nordschleife du Nürburgring, un circuit d'une vingtaine de kilomètres en gros, un circuit historique, légendaire. Le circuit, c'était 20 kilomètres. Quand la F1 faisait des Grands Prix là, il y avait 15 tours. Ok. Le Grand Prix, c'était 15 tours, mais c'est parce que le circuit, c'était 20 kilomètres. Puis dans les années 70. Puis en tout cas, donc, il a remporté la course justement du 27 septembre, les 4 heures, une course de 4 heures qu'il a remporté. Puis le truc, c'est qu'il était dans une Ferrari GT3. C'était sa première course dans la compétition. Il se qualifie troisième. Puis il passe premier dès le premier virage. Puis après 4-5 tours, il mène par 25 secondes. Ah, il est trop facile. Le niveau des... Je pense que c'est les autres pilotes qu'il faut qu'ils se posent des questions. Moi, je pense... en tout cas, c'est le niveau du championnat. Ben, en là, même temps, quand il y avait une bonne voiture en F1, il menait par 20 secondes après 4 tours aussi. Là. Ouais, mais tu sais, c'est la F1, il est habitué. GT3, il n'a pas tant piloté. Mais j'ai l'impression Il que a piloté une Max, fois, il là, s'appelait Franz Zerman. j'ai l'impression que si Max, tu le mettais contre n'importe quel autre pilote, je pense que c'est le meilleur pilote au monde, point. Là, pas juste de F1. Oui. Là.
Oui, sincèrement, là, genre, je veux plus jamais entendre parler de Kyle Larson qui dit que c'est le meilleur pilote sur la Terre. Là. Genre, rapidement, je check un peu le line-up de pilotes dans le championnat-là. Il y a Arjun Maini qui a déjà fait de la F2. Il y a David Schumacher qui est le fils à Ralph. Puis, si vous voulez savoir, les Schumacher, plus ça avance, moins ils sont bons. En gros, c'est littéralement ça. T'as eu Michael, t'as eu Ralph, t'as eu Mick, t'as eu David. Genre, c'est littéralement ça. Après, je vois qu'il y a aussi Ian Mardenborough, que si vous ne savez pas c'est qui, c'est le dude qu'on a fait le film Gran Turismo sur. C'est lui. Sinon, il y a Dorian Boccolacci, ancien pilote de F2 aussi, en tant que tel. Sinon, je check ça rapidement. Il y a Ralph Aron, qui doit peut-être être le frère à Paul Aron. Il y a Michael Grenier, donc il y a des pilotes canadiens aussi. Il y a Marcus Winkelhock, qui est une légende de la F1. Pourquoi? Parce que c'est le seul gars qui a mené à son. Ben, c'est le gars qui a mené à son premier Grand Prix, puis à son seul Grand Prix. Oh. Donc, il a mené dans tous les Grands Prix dans sa carrière. Grand Prix d'Europe 2007 avec une écurie de Fondgrid. Oui, rate. Ouais. Donc, Marcus Winkelhock, c'est une légende en F1. Les gens le connaissent. Il y a Daniel Juncadella, c'est un ancien pilote de GP2 qui a fait des essais avec Force India. Tu sais, c'était pas super. Il y a du niveau. En gros, il y a du niveau, mais rien de wow non plus. Ouais, il n'y a rien de voir, là. Tu sais, genre, j'essaie de checker rapidement, puis tu sais, j'essaie de voir les noms que je connais surtout, mais tu sais, ça. Mais en même temps, quand même, pour un gars qui avait jamais vraiment conduit cette auto-là, on sait pas qu'est-ce qu'il fait à son temps libre, mais puis d'être capable de dominer autant facilement, ça montre vraiment que Max, il a un talent peu pour juste la conduite en général. Puis sinon, ben, il y a Raffaele Marciello que j'ai couru F2 aussi, donc en tout cas, c'est sympathique sans plus dans les quelques pilotes que je connais. Et sinon, on va aller au championnat du monde de cyclisme qui se tenait au Rwanda. Dans la dernière semaine, on a eu les épreuves juniors et espoirs. Mais là, on va parler des épreuves sur route, femmes et hommes. On va commencer du côté des hommes. Bon, on va parler du truc qui avait aucun suspense, c'est-à-dire les hommes. Et wow, quelle surprise! Tadej Pogacar a gagné. On ne s'y attendait pas du tout. Il a pas juste gagné, il a dominé. Quelle surprise! Il a gagné avec 1 minute 28 d'avance sur Remco Evenepoel. Oh, quelle surprise! Par contre, Evenepoel avait un gros niveau puis il a changé de vélo 2 fois. Le temps qu'il a perdu, peut-être, mais en tout cas, je ne peux pas le croire qu'il aurait pu vraiment menacer Pogacar. Ouais, mais est-ce que Pogacar aurait pu donner une autre de plus s'il aurait vu quelqu'un qui se rapproche aussi, là? Oui. Puis sinon, belle troisième place pour Ben Healy, l'Irlandais qui avait connu un gros Tour de France, donc il va finir troisième en tant que tel. Sinon, moi, je vais parler d'un truc absolument incroyable, c'est qu'en tout, il y avait pas loin de 160 coureurs au départ, puis il y en a 30 qui ont fini. C'est quand même rough. Ouais, c'est rough en tant que tel. Si vous le demandez, on avait 2 Canadiens sur l'épreuve, c'est Laurent Gervais et Michael Leonard, les deux ont abandonné. Ils n'ont pas terminé la course. Le dernier qui a terminé, c'est Emmanuel Gebrek-Xavier, qui est un Érythréen, qui a fini à 12 minutes 4 de Pogacar. Puis sinon, en tant que tel, il y a... C'est rough. Il n'y a aucun couleur rwandais. Le dernier abandon, ça a été chinois Ayosu. Donc, en tout cas, c'est une épreuve qui a été assez tough. Donc, l'année prochaine, les championnats du monde vont être à Montréal. Donc, ça, déjà, je vais essayer d'y aller. Mais sinon, ce qui va être intéressant, c'est plus du côté féminin parce qu'on a eu une championne du monde canadienne. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire. C'est la Québécoise Magdeleine Vallière, même Sherbrookeoise, si je peux préciser. Donc, remporté. En gros, elle a été dans l'échappée matinale puis elle a réussi à faire une attaque au bon moment dans les derniers instants de la course. Elle a vraiment pris par surprise toutes les favorites qui n'ont pas eu le temps de revenir dans le coup. Puis donc, il va chercher un titre de champion du monde. Seulement sa 2e victoire professionnelle. Donc, très, très impressionnant pour la jeune Québécoise. Elle a juste 24 ans. Puis, s'il y a des gens qui se disent, ouais, ben, elle a été chanceuse, elle n'a pas battu des gros noms. La deuxième de l'épreuve à 23 secondes d'elle, c'était la néo-zélandaise Niamh Fisher-Black, qui aurait probablement été sur le podium du dernier Tour de France féminin si elle n'avait pas eu une crevaison puis elle n'avait pas perdu du temps. Puis sinon, il y a Elise Chabé qui a fini 4e, Demi Vollering, Kim Lecourt, Marlène Reusser, Kasia Nivadoma. Donc, tu sais, tous les gros noms de cyclistes féminins ont fini dans le top 10. C'est juste qu'ils se sont fait avoir, vraiment. Puis Magdeleine Vallière a fait une attaque au bon moment. Donc, absolument impressionné par sa performance, puis très heureux aussi de l'avoir s'illustrer de ce niveau-là. Sinon, on va finir justement, on va continuer de parler du côté du sport féminin avec les playoffs dans la WNBA, parce qu'on connaît déjà une équipe finaliste. Et PO, tu sais que je suis assez content de ce résultat-là. Donc, tout d'abord, on rappelle les 2 séries de demi-finale. C'était le Fever d'Indiana contre les Aces de Las Vegas et le Mercury de Phoenix contre les Lynx du Minnesota. Tous les favoris, tous les journalistes et spécialistes avaient dit que le Lynx du Minnesota allait éliminer le Mercury en 4 ou 5 matchs. Là, c'est les séries 3 de 5. Eh bien, c'est le Mercury qui a éliminé le Lynx en 4 matchs.
On s'y attendait pas vraiment, mais moi, je m'y attendais. Arizona on top, Phoenix on top. Tu t'en Le attendais Mercury ou c'est Phoenix. ça que tu voulais? C'est ce que je voulais, mais j'y croyais. J'y croyais, tu vois. Mm. Donc, le Mercury Phoenix qui a sorti les Lynx du Minnesota en 4 matchs, donc très impressionnant de ce côté-là. Mercury Phoenix qui vont aller en finale pour une 6e fois dans leur histoire, si je me souviens bien. Puis ils ont déjà remporté 3 fois les championnats de la WNBA. Donc, une équipe sportive de l'Arizona qui fonctionne. Hey, C'est rare pour le souligner. C'est rare pour le souligner. Puis sinon, du côté de l'autre série entre les Aces et le Fever, la série était égale, et pour l'instant égale 2-2. Le match 5 a lieu demain soir. Donc le dernier match de la série, ouais, c'est ça, a lieu demain soir. C'est à Las Vegas, donc entre le Fever, qui va affronter le Mercury en finale. Ça va décider à partir de demain. On va en parler la semaine prochaine. Justement, la finale qui normalement devrait commencer le vendredi 3 octobre. Sinon, je crois qu'on a pas mal fini avec notre bloc actualité. Toutefois, avant de partir sur le bloc preview des séries de baseball, on va y aller avec une nouvelle chronique. C'est les 3 étoiles de la semaine en tant que telle, donc 3 sportifs qui nous ont impressionnés. Tout d'abord, la 3e étoile, c'est un joueur des Blue Jays, Alejandro Kirk. P.O., si tu peux nous parler rapidement de sa semaine en tant que telle, Oui. pourquoi il est là? Donc, le segment qu'on veut faire, juste ramener une petite spécification. Ça se peut qu'il y ait des semaines, on prenne quelqu'un qui n'a pas été nécessairement le meilleur, mais qui nous a impressionné. Un gars qu'on a failli mettre, c'est Jackson Dart. Je vous fais un petit spoiler, il n'est pas dans notre top 3 des 3 étoiles de la semaine, mais on a failli le mettre parce que vraiment, il y a eu un gros match, il a gagné avec son équipe, son premier match en carrière, ça aurait pu être un style de joueur qu'on met. Mais c'est pas lui qui a eu les meilleures statistiques non plus, il n'a pas fait 400 verges par la passe, il n'a pas couru pour 300 verges, mais c'est juste pour vous dire des exemples de joueurs qu'on pourrait avoir. Donc là, on a commencé 3e étoile au baseball avec les Blue Jays, Alejandro Kirk, comme tu l'as dit. Pourquoi on l'a mis? Dans ces 2 derniers matchs, il y a eu 3 coups de circuit, dont un qui est un grand chelem, puis l'autre c'est un walk-off. Si vous savez pas c'est quoi, c'est que c'est en 9e manche, il fait un circuit pour donner la victoire à son équipe. Donc il a vraiment été très très bon, il a été important. En plus, c'est des matchs importants pour les Blue Jays pour qu'ils se qualifient pour être premiers de leur division pour pouvoir passer directement au 2e tour. Donc c'était des circuits importants. Plus un grand chelem, c'est 4 points d'une shot. Donc je trouve qu'il méritait la 3e étoile. Puis justement, ben, les Blue Jays, c'est ce qu'ils ont réussi. On va en parler un petit peu plus tard tantôt, mais les Blue Jays qui ont été officiellement champions de l'américaine, donc ils vont automatiquement passer au 2e tour. Donc ils vont sauter le premier tour en tant que tel, vont affronter le vainqueur entre les Red Sox et les Yankees. Une série qui va être à suivre. Sinon, la 2e étoile, on est allé chercher un joueur des Raiders de Las Vegas, c'est Ashton Genty. Si tu peux nous parler aussi un peu de son match, même si tu en as parlé un peu. J'en ai parlé rapidement tantôt, mais Ashton Genty, c'est un running back qui avait été choisi en premier tour l'année dernière, donc c'est une rookie cette année. Il y avait eu un correct début de saison, sa ligne offensive c'était pas la meilleure, et là, au dernier match, il a vraiment été impressionnant, 138 verges par la course et 3 touchés, donc vraiment il a été incroyable Ashton Genty. C'est pour ça qu'on trouve qu'il mérite sa place comme 2e étoile, surtout qu'il a fait ça comme rookie, donc c'est son premier vrai gros match exceptionnel, donc 2e étoile pour lui. Et pour la première étoile, j'en ai parlé récemment, il y a 2 minutes, mais c'est Magdalene Vallière, donc la championne du monde de cyclisme féminin. Donc vraiment impressionné de sa performance. J'avoue, je m'y attendais vraiment pas. Puis de voir ça, j'étais vraiment très heureux. Puis c'est une preuve sincèrement que le cyclisme canadien est vraiment en montée depuis quelques années. On voit de plus en plus de bonnes performances en tant que telles, de bons coureurs qui s'illustrent sur le plan international. Puis même encore là, tu sais là, Magdalene Vallière, elle a 24 ans, les jeunes. Et le dernier Tour de l'avenir féminin, c'est une Canadienne aussi, Isabella Holmgren, qui l'a remporté. Donc, ou c'est Elisabeth, en tout cas, peu importe. Mais donc, c'est elle. Donc, le cycliste canadien qui se porte très, très bien. Puis sinon, j'aurais voulu les mettre, même si techniquement, c'est plus une équipe qu'un athlète en particulier, mais c'est l'équipe féminine de rugby canadienne qui se sont quand même rendus en finale de la Coupe du monde de rugby. Ont perdu malheureusement contre l'Angleterre, mais pour une équipe qu'on le sait, on a entendu parler de cette équipe-là qui a limite dû faire du crowdfunding pour participer à la Coupe du monde, pour finalement aller jusqu'en finale. C'est très, très impressionnant. Et qui ont malheureusement dû baisser pavillon face à l'Angleterre. Donc, c'était tout pour le côté actualité. Mais maintenant, on va passer. juste un petit truc. Oui. En plus, qu'ils se sont rendus en finale, en demi-finale, ils ont battu les champions en titre, la Nouvelle-Zélande. Donc, ils ont eu un très bon parcours. Là. Effectivement. Donc, c'était pas mal tout pour le côté actualité. On va maintenant pouvoir passer au preview des séries qui s'en viennent dans la MLB avec notre invité.
Comme vous l'avez promis la semaine dernière, on va vous faire un preview des séries éliminatoires dans la MLB. Et on reçoit aujourd'hui Hugo Reich pour nous aider, parce que, comme vous le savez, on n'est pas les experts en baseball. Et si vous voulez savoir si lui connaît ça, ben en ce moment, il coach le Midget 3A de l'école secondaire Édouard Montpetit. Et l'équipe, c'est les Marquis. Et il est 2 fois champion canadien des moins de 16 ans féminins en tant que coach. Donc, il connaît le baseball quand même assez. Comme vous pouvez voir, c'est un très grand fan des Cubs, avec sa casquette et son habillement. Donc, avant de parler Ouais. des équipes qui sont en série, est-ce que tu peux nous parler de quelques équipes qui ont déçu durant la saison? Oh mon Dieu, écoute, par où commencer? Il y a tellement d'équipes qui m'ont déçu, là. C'est fou raide. En commençant par quoi? On va commencer avec les Mets de New York. Les gars, ils ont créé la plus grande catastrophe du mois de septembre. C'est pas normal que tu ailles la meilleure fiche du baseball majeur au mois de juin et que finalement tu t'écroules en 3 mois. Écoutez, le mois de juillet, là, ils ont été 13 victoires, 11 défaites. On a joué sur le bord de 500, c'était correct, mais après ça, c'était catastrophique. On était dans les fiches perdantes dans les 2 derniers mois, ce qui a causé justement cette descente aux enfers-là, ce qui a permis finalement aux Reds de Cincinnati de se qualifier pour les séries. Pour vrai, c'est décevant du côté des Mets. 340 millions, ça a été leur masse salariale cette année, avec notamment la signature de Juan Soto qui a fait des dommages. On a des grosses têtes, tu sais, Francisco Lindor de ce côté-là, Juan Soto qui arrive par la suite, Pete Alonso qu'on décide de re-signer, qu'on donne un gros coup pour avoir des gros frappeurs de puissance dans l'alignement. Finalement, Alonso, ça n'a pas pris de temps qu'il a décidé de tester, de marcher des joueurs autonomes. Il a dit non, ciao bye, moi je m'en vais. On n'est pas capable de faire des séries. Donc c'est sûr que pour moi, les Mets sont une grande déception. Mais encore une fois, on peut parler de plein d'équipes. Les Orioles de Baltimore, dans l'Est de l'Américaine, qui était une équipe de 100 victoires l'année dernière, et que cette année, ben, on n'est même pas capable de se qualifier. On finit dernier dans la division. On n'a pas vraiment fait de changement à part qu'on a perdu quelques lanceurs dans la saison morte. On n'est pas capable de s'ajuster et finalement, on a une saison complètement catastrophique. Et on en a parlé un peu plus tôt, mais les Braves d'Atlanta. Les Braves d'Atlanta qui étaient censés être les favoris de l'Est de la nationale. Ils n'avaient pas vraiment changé leur rotation. Chris Sale sort d'une triple couronne. Sean Murphy qui avait quand même des bons chiffres au bâton. Ouais, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de blessures. Ça, c'est difficile dans ce temps-là. Ronald Acuna, ça fait mal. Matt Olson qui fait du va-et-vient dans le line-up, ça aussi. Mais je te dirais que principalement, là, les Orioles de Baltimore, c'est des grosses déceptions. Les Mets notamment. Mais sinon, je dirais probablement les Braves. Là. Honnêtement, là, c'est très décevant. Là, tu viens de nous parler des équipes qui ont surpris, mais du mauvais côté. Là, dans les équipes qui ont fait les séries, est-ce qu'il y en a qui t'ont surpris qu'on s'entendait pas du tout? Ben, naturellement, on peut pas nier le fait, moi ça me fait mal au cœur de le dire, mais les Brewers de Milwaukee ont connu toute une saison. Puis c'était pas une saison haute en couleur, tu sais, je veux dire, on a vraiment juste bien fait les choses du côté de Milwaukee. On avait une rotation écoute, super équilibrée. Les Trevor Williams, Freddie Peralta de ce monde-là, qui sont vraiment pas des releveurs, mais des lanceurs partants qui ont de l'expérience, qui ont du vécu, qui sont à Milwaukee depuis longtemps. Ensuite, on amène un jeune en Jacob Mizorowski de Miz, qui est un monstre, qui lance à 100 000 à l'heure, qui est super constant, qui peut aller loin dans des matchs. C'était la révélation. C'était comme le Paul Skeens de cette année, dans le fond. Il est allé rapidement au match des étoiles. Mais après ça, on peut se fier à des Jackson Churio, notamment des Gavin Mitchell, des joueurs comme ça qui sont capables de faire les jeux du côté de Milwaukee. Des Rhys Hoskins, qui a une belle présence de vétéran, naturellement. Des William Contreras, qui est un des meilleurs catchers dans le baseball majeur. C'est un bel équilibre. C'était pas de la longue balle, c'était du petit baseball. On frappait nos coups sûrs au moment opportun. On était capable de saisir les opportunités. On a eu d'excellentes séquences victorieuses durant l'année. Et c'est ce qui a fait en sorte, justement, que Milwaukee se retrouve au sommet de cette liste de surprises positives. Naturellement, on peut encore saluer l'effort des Guardians de Cleveland. Il ne faut jamais les compter comme éliminés. Ces Guardians-là étaient en bas de. En fait, avaient un écart de 9 matchs avec les Tigers de Détroit au début du mois de septembre. Remontent ça et sont capables de se qualifier pour les séries éliminatoires. Écoute, c'est malade parce que tu vois la rotation des Guardians, il n'y a pas un gars en haut de 28 ans. C'est tous des gars qui ont appris à la dure cette saison. Je pense notamment à les Tanner Bybee, qui est probablement là, un des les lanceurs les plus dans l'ombre cette année. Mais les Gavin Williams aussi, des gars avec du stuff quand même assez impressionnant. Donc je te dirais que ça serait ces deux-là, mes deux grandes surprises positives cette année. Justement, là, tu viens de parler des Guardians. On va commencer avec les matchs de premier tour. Du côté de l'américaine, il y a un match entre les Tigers et les Guardians. Qui tu penses qui peut rapporter cette série-là? Ben,
C'est difficile d'aller contre les Tigers, puis je vais vous expliquer pourquoi. Les 2 de 3, c'est vraiment, vraiment difficile dans le baseball parce que c'est un peu comme une roulette russe. C'est comme une série de 3 matchs en saison régulière. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Quand tu te fais un Tyreek Skubal d'un côté, qu'il y a un whip rate en bas de 1, ça c'est malade là. Je veux dire, c'est un lanceur qui a été complètement dominant dans les conversations de Cy Young tout au long de l'année. Il risque de le gagner si c'est pas Garrett Crochet. Donc c'est sûr que ça, c'est super bénéfique dans une série de 2-3 contre les Tigers parce que on peut retrouver du bat qui a été absent là, durant le mois de septembre. Là. Des Javier Baez peuvent frapper des circuits opportuns. Des Kerry Carpenter peuvent frapper des circuits opportuns. Des Colt Keith peuvent frapper des circuits opportuns. Donc, c'est vraiment, vraiment important pour les Tigers de se ressaisir et d'être capable de bien se mettre sur pied de notre parcours en série parce que on a quand même terminé la saison contre les Guardians et on n'a pas été capable de gagner cette série-là contre les Guardians. Donc, c'est une belle manière de se rattraper. Puis pour le deuxième match-up de l'américaine, ça va être une grosse rivalité entre les Red Sox et les Yankees. Qui tu penses qui peut sortir vainqueur? Écoutez, je sais pas si vous avez des plans pour genre la prochaine semaine, mais il faut que vous écoutez cette série-là. Ça va être complètement incroyable. Premièrement, c'est la rivalité Yankees-Red Sox. On sait à quoi s'attendre. Ça va être Garrett Crochet contre Max Fried, premier match. Moi, j'ai les Yankees en 3, simplement parce que je pense que la puissance au bâton des Yankees va faire la différence. On a beaucoup de blessés aussi du côté des Red Sox, mais on n'a pas une rotation aussi profonde du côté des Red Sox comparativement aux Yankees. Les Yankees n'ont pas peur de mettre que ce soit justement là, des Carlos Rodon qui vont très bien en ce moment, les Max Fried qui va commencer la série, mais après ça, on a des Louis Gill qui arrivent, qui reviennent de blessure, qui est super dominant. Du côté des Red Sox, c'est un peu plus difficile. On a Garrett Crochet, oui, qui est notre race, mais après ça, Tristan Bello, pas Tristan Bello, mais Brian Bello, ça a été un peu plus difficile cette année, et bon à l'extérieur, donc ça, c'est quand même bon pour les Red Sox parce qu'ils vont disputer la série au Yankee Stadium, mais après ça, tu mets qui? Est-ce que tu mets Carl Harrison? C'est là que c'est un peu plus difficile. Donc, avantage des Yankees à ce niveau-là, puis aussi au niveau de la production, Aaron Judge a eu une saison historique, Cody Bellinger excellent cette année, et Giancarlo Stanton a terminé l'année en feu, donc on peut s'attendre à beaucoup de circuits du côté des Yankees. Sinon, du côté de la nationale, on a ton équipe, les Cubs, contre les Padres. Oui, Qui tu penses qui va le remporter? moi, je donne ça à Chicago. Honnêtement, j'étais vraiment défaitiste. Là, genre, la semaine passée, j'étais comme, Chicago a aucune chance contre la relève des Padres. Mais là, plus je regarde ça, j'ai regardé les chiffres aussi des statistiques défensives des Cubs. Et les Cubs, c'est la meilleure défensive des majeurs, tout simplement. On a des joueurs un peu dans l'ombre qui font vraiment la différence, surtout Nico Horner, qui n'est pas un grand frappeur de circuit, a en bas de 10 circuits cette saison. Ça, c'est quand même un exploit en tant que tel, mais frappe au-dessus de 300. Donc, il y a vraiment une fiabilité défensive intéressante. Naturellement, Dansby Swanson, le capitaine, qui est un vétéran, qui a remporté la Série mondiale avec les Braves, mais on a aussi des joueurs électrisants, Pete Crow Armstrong, notamment en Carson Kelly, en Reese Maguire, des joueurs qui sortent un peu de l'ombre, qui sont capables de faire en sorte que cette équipe-là connaît beaucoup de succès. Carl Tucker qui revient au jeu, super intéressant aussi pour les Cubs. Et naturellement, on peut se fier à notre rotation de partants en Cade Horton, Jameson Taillon notamment, qui vont être des aspects importants. Pour Horton, on ne sait pas trop ce qui se passe avec la fin de sa blessure, mais tout indique qu'il va quand même faire un départ dans cette série-là, ce qui est vraiment, vraiment important. Et naturellement, Matthew Boyd qui va avoir la balle pour le premier match. Donc, moi, je prends les Cubs parce qu'on a une attaque quand même plus constante comparativement aux Padres, c'est en montagne russe. Par contre, attention à la relève des Padres parce que ça fait peur en mot, t'as dit. Sinon, pour le dernier match-up de première ronde, c'est les Dodgers contre les Reds. Qui tu vois l'emporter dans ce match-là? Est-ce que Dodgers peuvent continuer et peut-être aller gagner un deuxième championnat de suite ou ils vont se faire éliminer peut-être au premier tour? Hey Big, t'as la réponse sur ta tête, man. C'est les Dodgers, ils vont manger tout rond les Reds. Puis écoute, j'ai rien contre Deso, là. Deso, c'est son équipe là, à BPM, mais comme les Reds ont des bons lanceurs partants. Des Andrew Abbott, des Hunter Green, des Nick Lodolo, c'est vraiment, vraiment des bons lanceurs. Mais on n'a pas beaucoup d'attaques, c'est ça qui fait peur. T'sais, nos lanceurs peuvent aller loin dans les matchs,
mais à un moment donné, ça va juste être trop fort quand t'affrontes des Mookie Betts, des Shohei Ohtani, des Freddie Freeman, qui mettent la switch à on, des Kike Hernandez, qui est probablement le joueur le plus clutch de l'histoire du baseball majeur, des Max Muncy qui sont capables de faire des dommages, donc ça va être vraiment, vraiment difficile. Puis du côté des Dodgers, ben, au niveau des lanceurs, quand t'as la chance de mettre Tyler Glasnow et Roki Sasaki dans ton enclos des releveurs, c'est parce que t'as beaucoup trop de bons lanceurs par temps, donc ça va être vraiment, vraiment difficile pour les Reds, mais quand même, chapeau à eux de se rendre en série, c'était pas facile dans une course aux séries qui était vraiment, vraiment intéressante. Là. Et sinon, qui tu vois se rendre en série mondiale de chaque côté et qui tu vois remporter les grands honneurs? Tu sais, c'est vraiment difficile. Malheureusement, je vois pas les Cubs dans cette situation-là. Il y a trop de grandes forces dans la nationale. Moi, je pense que les Phillies de Philadelphie vont se rendre en finale de la série mondiale. Je pense que ça va être une excellente série contre les Dodgers. Du côté de l'américaine, ben, je vois naturellement les Mariners de Seattle. On n'en a pas parlé beaucoup, mais les Mariners, c'est une équipe tellement intéressante. C'est une équipe complète avec une rotation incroyable, mais de la puissance partout. T'sais, on n'a pas parlé de Cal Raleigh encore, mais Cal Raleigh a une saison incroyable. Julio Rodriguez qui a mis vraiment la switch à on. Il a connu une deuxième moitié de saison fulgurante, mais on est allé chercher des bâtons de puissance en Eugenio Suarez, mais en Josh Naylor aussi. C'est tous des gars qui viennent ajouter à ce qui se passe en ce moment à Seattle. JP Crawford qui est un excellent frappeur, un lead-off hitter qu'on appelle. Donc, cette équipe-là va être vraiment difficile à battre. Et va être super intéressante à suivre parce que je pense que les fans des Mariners le méritent. Ils sont jamais allés en série mondiale encore, cette équipe-là. Mais dans l'histoire du baseball majeur, a eu l'équipe avec le plus de succès, donc 116 victoires en 2002. Donc je pense que vraiment là, les Mariners sont capables de remporter les grands honneurs. Honnêtement, moi, ça, c'est mes champions de la série mondiale. Et sinon, est-ce que tu vois les Blue Jays, la seule équipe canadienne, peut-être bien se défendre ou il va y avoir de la difficulté soit contre les Red Sox ou les Yankees? Ben, ça va être des séries intéressantes. La seule affaire que je peux dire par rapport aux Blue Jays, c'est qu'il faut jamais les avouer pour vaincus. J'ai pas encore ma tête à où ils peuvent se rendre. J'aimerais ça qu'ils se rendent à la finale de championnat de la Ligue américaine contre les Mariners. Je pense que ça va être une série intéressante. En plus, les Blue Jays ont l'avantage sur les Mariners durant la saison régulière. Mais encore une fois, ça va être les lanceurs qui vont gagner les matchs de ce côté-là. Toronto, une équipe qui peut frapper beaucoup de circuits, mais ont vraiment des performances en montagne russe sur la butte. J'aimerais ça. Honnêtement, je pense qu'ils vont éliminer soit les Red Sox ou les Yankees. Je suis quand même assez optimiste parce que c'était la meilleure division dans le baseball majeur cette saison. Mais ils vont frapper un mur avec les Mariners. Je pense pas qu'ils sont prêts à ça, même s'ils ont connu beaucoup de succès face aux lanceurs des Mariners. Mais je vois les Blue Jays se rendre en finale de championnat, mais pas plus. Et juste pour terminer, si tu avais à donner le MVP de chaque côté, tu donnerais à qui en fait? Ben là, c'est ça. Ça, c'est un peu plus difficile dans l'américaine, mais pour ce qui est de la nationale, c'est sûr que je donne à Shohei Ohtani. Écoutez, encore 50 circuits, plus de 60 strikeouts, 140 points produits. Écoutez, là, genre, Shohei Ohtani peut faire ce qu'il veut. Là. C'est le meilleur joueur de tous les temps. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Hein. Puis on n'arrête pas de le dire, mais c'est parce que c'est vrai. C'est des chiffres complètement stupides. OK? Puis du côté de l'américaine, ben moi je le donne à Cal Raleigh. J'ai rien contre les performances offensives d'Aaron Judge. Je pense que tout le monde parle de lui comme ayant l'avantage, mais Cal Raleigh, pour un catcher qui soit catcher ambidextre, soit dit en passant, qui est capable de frapper 60 circuits, mais qui est aussi un excellent joueur défensif. Ça, c'est pas à tous les jours que tu peux voir ça. Ça a été vraiment une saison historique pour lui. 60 circuits, c'est énorme. Donc je vois Cal Raleigh remporter les grands honneurs dans l'américaine. Shohei dans la nationale. Je pense que ça va être des votes qui vont ressembler à ça. Ben, merci beaucoup d'être venu nous parler de baseball et de nous parler des séries. Peut-être qu'on va se reparler durant les séries ou à la toute fin. Donc, merci beaucoup d'être venu sur notre podcast. Ben, ça fait plaisir, les gars. Merci de m'avoir reçu. J'espère que c'était en masse pour vous autres du bien du fun. C'était bien parfait. Oui. Maintenant, c'est parti le dernier bloc de l'émission, le bloc des previews de la LNH. On achève d'ailleurs. Il nous reste vraiment peu d'équipes. Après aujourd'hui, il va juste nous rester les Canadiens. C'est parti pour les équipes qui ont fini 4-3, 2 et 1 dans l'Atlantique l'année passée, c'est-à-dire les Sénateurs, les Panthers, le Lightning et les Maple Leafs. Donc, tout d'abord, si tu commences avec les Sénateurs qui ont enfin, l'année passée, mis fin à leur disette sans série en participant pour la première fois depuis 2017. Donc, maintenant, si tu parles un peu des mouvements que les Sénateurs ont fait dans la saison. Justement, les sénateurs, ils sont un jeune groupe, ils aiment leur jeune groupe, donc ils n'ont pas fait tant de changements de ça à l'alignement. Donc, si on regarde du côté des signatures, ils ont fait 3 prolongations de contrat. La première à Fabian Zetterlund,
qui est quand même un jeune joueur, 3 millions, 3 ans, 4,275 000 $. Donc c'est quand même un bon contrat, pas trop cher. Je trouve que 3 ans, c'est parfait. C'est un jeune joueur qui a prouvé quelques affaires, mais rien de voir. Donc je trouve que c'est un contrat qui est quand même très très bon. Claude Giroux, complètement l'inverse. Lui, c'est un vétéran. 1 an, 2 millions. Donc sûrement qu'à chaque année, ils vont voir s'il veut continuer. Puis on va voir qu'est-ce qu'il donne. 2 millions, c'est très bon pour lui. Ensuite de ça, un autre que normalement je l'aurais pas mis, mais comme c'est un ancien joueur des Canadiens, Nick Cousin a signé une prolongation de contrat. 1 an, 825 000 $. Donc Avs Legend, Nick Cousin. Oui. Un joueur que tout le monde aime en plus. Ben oui, tout le monde dans la ligue l'adore. Là. Lui, il est pas problématique du tout. Non, 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 non. Sinon, dans les acquisitions qu'ils ont faites, ils ont signé l'Arcelor 1 an, 1,250 000 $. Je trouve que c'est quand même une bonne signature parce que, oui, Ottawa, ils ont plusieurs jeunes joueurs, mais il n'y avait pas beaucoup de vétérans. À part Giroud, il n'y en avait pas tant que ça. Donc l'Arcelor, ça peut bien aller. On le sait que c'est un gars qui a gagné la Coupe Stanley, bon dans les 200 à patinoire. Et un autre joueur qui ont signé, c'est Arthur Kaliev. Ça faisait quelques saisons que finalement, il atteignait pas le plafond qu'on voyait avec quand il était repêché. Donc là, 1 an, 775 000, on va voir ce que ça va donner avec Ottawa. Puis si ça fonctionne pas, ben c'est salaire minimum, donc il n'y a rien là. C'est tout du côté des signatures. Donc si on regarde du côté des échanges, ils sont allés chercher Jordan Spence contre un choix de 3e tour, puis un choix de 6e tour en 2026. Donc pour vrai, les Kings qui donnent un jeune joueur pour pas grand chose, un peu comme une Sean Durzi. On en a parlé quand on a fait le preview des Kings, c'est un move que je comprends pas, mais du côté d'Ottawa, je comprends parfaitement. Un jeune défenseur, il te coûte pas grand chose, puis tu peux directement mettre dans ton top 4, donc très bon move de ce côté-là. Et du côté du repêchage, ils ont fait 2 sélections que j'ai bien aimées. 97e au total, Lucas Beckman, c'est un gardien de but. Il joue présentement à Bécomo dans le junior, dans la Ligue junior maritime du Québec. Donc, c'est un gardien que j'aimais beaucoup. Je l'avais dans mon top 10 des gardiens, probablement top 5. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. On n'a jamais trop de jeunes gardiens. Et sinon, 23e, Logan Hensley. C'est un défenseur droitier que j'aime beaucoup. Donc, je trouve que c'est un bon repêchage du côté d'Ottawa. Ottawa qui ont fait les séries, donc il n'y avait pas de très gros choix non plus. Donc, il est quand même très très bien du côté d'Ottawa. Donc, si on regarde maintenant du côté de leur formation, le premier trio pourrait être, selon Puckpedia, Brady Tkachuk, Tim Stützle et Claude Giroux. Deuxième trio, ils mettent Perron, Cousin et Zetterlund. Troisième trio, ils mettent Greg, Pinto, Amadio. Et comme quatrième trio, Cousin, Heller et Kaliev. Donc, il n'y a pas Batterson dans l'alignement, probablement une blessure. Est-ce qu'il va revenir? J'ai rien vu qui disait que sa saison allait être terminée. Donc, c'est quand même un alignement que j'aime beaucoup, surtout si tu rajoutes un Batterson dans cet alignement-là. Ça peut vraiment être très intéressant, surtout de leur côté, de leur centre, avec l'ajout de Cousin l'année dernière, Pinto qui est quand même très très bon, l'Arcelor comme quatrième centre. Honnêtement, ça devient quand même très très solide. Tkachuk, on le sait, très très bon. Donc, pour vrai, j'aime bien cet alignement-là en attaque. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Oui, moi j'aime beaucoup aussi, beaucoup de profondeur, des jeunes, aussi des joueurs plus expérimentés. Du côté de Daily Face-Off, on parle d'Olé Lixel sur le 4e trio au lieu d'Arthur Kaliev. Mais tu sais, bon, ça ne change pas grand-chose. Mais vraiment, sinon, les 3 autres trios et 2 tiers, c'était pareil. Okay. En tout cas, ça a l'air de s'entendre sur le fait que l'attaque va être assez stable du côté des Sénateurs, qui ont également une bonne défense aussi. Ouais, du côté de la défense, selon Puckpedia, le premier paire, c'est Sanderson avec Zub. Ensuite, ça, ils mettent Chabot avec Jensen et Cleveland avec Spence pour la troisième paire de leur côté. Je trouve que c'est très très bon. Sanderson, vraiment un très bon défenseur. On a vu, c'est même fait tailler une place avec l'équipe américaine aux 4 nations. Thomas Chabot commence à être un très bon vétéran pour cette équipe-là. Zub, Jensen. Sur Jensen, j'aimerais mieux que ce soit un Chikrin, mais ça reste un défenseur capable de faire la job. Et comme j'ai dit un peu plus tôt, Jordan Spence serait très bon. Et dans les buts, Hallmark et Merlin-Linen, ça peut être très très bon. Hallmark, on le sait, il y a quelques années, il a gagné le trophée Vezina et Merlin-Linen, un très bon jeune. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de cette défensive-là et dans les buts? Ben écoute, c'est une défensive qui est très solide là aussi. Peut-être Tyler Cleven, c'est moins super, mais tu sais, on a quand même 5 bons defs à part ça. Fait que ça fait un job. Puis gardien, Hallmark, il faut juste qu'il évite les blessures. Mais tu sais, l'année passée, il était blessé, mais pas trop. Fait que ça devrait être correct. Puis Levi Merilainen, l'année passée, les quelques matchs qu'il avait joué, ça avait été suffisant. Il avait très très bien fait lorsqu'il avait joué comme au moins une dizaine de matchs en tant que tel. Donc, tu sais, je pense pas, s'il continue sur sa lancée, je pense pas que les Sénateurs vont tant s'ennuyer d'Anton Forsberg que ça, qui est allé avec les Kings endurer Cody Ceci, Brian Dumoulin. Donc, ça va être triste. Ça va être... Donc, c'est pas mal tout pour les Sénateurs. Ben, il y a juste un truc que je voulais mentionner, c'est Yakemchuk. Il pourrait peut-être faire la défense, parce que les quelques matchs, les quelques highlights que j'ai vus, il avait quand même très bien fait en match préparatoire. Donc, on va voir s'il va se tailler une place. C'était un choix de premier tour qu'il avait fait. Si je me trompe pas, c'était 7e ou dans ces alentours-là. Donc, un joueur qui pourrait être très intéressant. Donc, ouais, là, ça fait pas mal le tout du côté d'Ottawa. Maintenant, on va y aller du côté des champions de la Coupe Stanley pour une deuxième année de suite. Les Panthers de la Floride. Puis si tu es d'accord avec moi, avant de parler des acquisitions, on va parler d'un gros nom qui manque,
qui va manquer pour l'année, c'est Alexander Barkov, qui s'est blessé la semaine dernière lors d'un entraînement tout simplement. Puis on parle d'un retour qui se ferait entre 7 à 9 mois. Donc, il est pas mal assuré de manquer toute la saison régulière. Si on revient, c'est juste pour les séries. Là. Et même encore là, on sait que les séries, maintenant, il n'y a plus comme le truc t'as plus de plafond salarial en série. Fait que il peut en revenir, mais ça risque d'être compliqué en tant que tel. Donc là, ça va être une grosse perte. Sachant que Matthew Tkachuk sera pas là pour au moins jusqu'au mois de janvier, ça va être compliqué pour les Panthers, là, offensivement. Honnêtement, une chance que finalement Marchand et Bennett ont re-signé parce que sans ça aurait été compliqué. Parce que là, Bennett devient le premier centre. Puis Marchand devient un allié du deuxième trio qui pourrait peut-être même des fois remplacer sur le premier. Donc ils deviennent des joueurs quand même assez importants. Donc Sam Bennett avait signé une prolongation de contrat de 8 ans, 8 millions. Marchand, c'est 6 ans, 5,250 000 $. Et pour Aaron Edblad aussi, avait signé 8 ans, 6,1 millions. Donc Marchand, 6 ans, c'est énorme. Mais en même temps, c'est énorme. Mais en même temps, les Panthers se disent on a encore 2-3 ans où on peut vraiment gagner la coupe. Donc on s'en fout dans 3 ans, dans 4 ans, on s'occupera du cap salarial de merde, mais si on gagne 2 autres coupes pendant ce temps-là, ça vaut la peine, tu comprends? Effectivement, mais. Ouf. Mais pareil, il est déjà à 36 ans, ils l'ont signé jusqu'à 42. Ouais, mais la fenêtre des Panthers est là. Dans 6 ans, c'est plus là. Bennett, il va être trop magané. Ekblad commence déjà à être plus vieux. Bobrovski va être encore plus vieux. Ils ont échangé Spencer Knight. Là. Eux, ils veulent gagner maintenant. Donc, la blessure de Barkov, c'est là que ça peut faire vraiment très mal. Là. Puis Ekblad aussi, en tout cas, il est comme rendu à 30 ans aussi. En tout cas, 8 ans, c'est beaucoup. Sinon, ils ont signé le GOAT d'un de nos amis d'ATM, en tout cas, qui était en ATM avant. Daniel Tarasov, le gardien de but qui était à Columbus avant, donc il va remplacer comme backup Vitek Vanecek, qui est parti à Salt Lake, malheureusement pour lui. Donc Daniel Tarasov... Tu peux en parler rapidement du jeune russe qui va essayer de relancer sa saison. L'année passée avec Columbus, ça a été compliqué. En fait, ça a été compliqué tout le long, là, mais il était plus le préféré de notre ami pour une joke plus que d'autres choses. Parce que Tarasov, il n'a jamais vraiment été fou. Je pense plus que Bobrovski va jouer la majorité des matchs, puis Tarasov, il va être là pour être là. Mais en même temps, quand tu joues derrière la défense des Panthers, c'est plus facile que la défense de Columbus. Ouais. Puis par contre, il peut très bien avoir un backup pas tant nécessairement bon sur papier puis gagner pareil. Tampa Bay, ça fait comme 3 ans qu'ils ont Jonas Johansson en backup. Ça fonctionne très bien. Ils s'en tirent pas si mal que ça. Puis sinon, dernière signature, une légende des Canadiens. Oui. J'espère que pour les Panthers, il va avoir du sang dans les yeux parce que sinon, ça va être moyen. C'est Jeff Petrie, donc qui a quitté les Red Wings, qui est rendu avec les Panthers pour 1 an, 775 000. En tout cas, c'est un défenseur de troisième paire qui peut remplacer s'il y a des blessures, s'il faut sur un deuxième power play. On le sait qu'il l'a déjà fait plus tôt dans sa carrière. Puis c'est un vétéran qui s'est rendu en finale avec les Canadiens. Donc une signature, surtout pour un salaire minimum, c'est très très bien. Sinon du côté des transactions, on en a parlé. Tarasov, quand ils sont allés chercher, il n'y avait plus de contrat, donc ils l'ont prolongé. Et là, il était allé chercher contre un choix de 5e tour à Columbus. Et après ça, ils ont donné Justin Sourdif à Washington contre un choix de 2e tour en 2026 et un choix de 6e tour en 2027, donc pas grand chose. Et du côté du repêchage, comme on le sait, les Panthers, ils n'ont plus vraiment de choix pendant plusieurs années, donc il n'y avait rien de très intéressant. Donc on peut tout de suite se diriger vers l'alignement des Panthers si on regarde du côté des Panthers. Honnêtement, même sans Barkov et Matthew Tkachuk, ça reste un alignement respectable. Tu as le premier trio, Verhaeghe, Bennett, Reinhardt, ça reste un premier trio de la Ligue nationale. Oui, Bennett, c'est pas un joueur qui marque autant de points en saison, mais là, avec un rôle plus important, peut-être que là, il va en faire plus, surtout avec un gars comme Reinhardt, on le sait, capable de faire 1 point par match. Deuxième trio, tu as Luster-Rainen avec Lundell qui va enfin montrer est-ce que c'est le temps pour lui de monter sur un deuxième trio, ce qui était tout le temps un peu pas pris, mais oui, en tant que tel, c'est pris derrière les deux autres. Donc là, il va enfin avoir du temps. Donc lui, qui était un troisième centre, enfin va être un deuxième centre, puis ça montre la profondeur de cette équipe-là. Et Marchand, comme on l'a dit, qui va être maintenant un allié de top 6. Donc ça reste un top 6 assez respectable pour vrai. Là. Ensuite de ça, comme troisième trio, tu as Boqvist, Rodriguez et Samoskovic. Honnêtement, pour un troisième trio, quand il te manque 2 de tes meilleurs joueurs, ça le fait. Et comme quatrième trio, tu as Greer, Kunin et Gadovic. Donc ça, c'est selon Pedia. Moi, je trouve que c'est une attaque qui se respecte vraiment. Puis si en série, les 2 autres reviennent, ça pourrait être vraiment très dangereux. Donc toi, qu'est-ce que t'en penses? Attaque très solide là aussi. Là, même si Marchand est ralenti, il peut toujours être pratique. Puis Bennett, voir s'il peut marquer plus de points, mais en tant que solide. Là. Sinon, du côté de la défense, c'est là leur grosse force, une défense vraiment très solide. Première paire de Forsling avec Ekblad,
une excellente première paire. Mikola avec Jones. Jones, depuis qu'il était avec les Panthers, il est revenu au Jones qu'on aimait il y a ça quelques années. Mikola, depuis qu'il était avec les Panthers, joue vraiment très bien. Après ça, Kulikov avec Petrie comme troisième paire, ça fait la job vraiment. J'ai rien à dire sur cette défense-là. C'est quoi, top 5 meilleure défensive de la ligue. Se bat peut-être avec genre les Stars, Colorado pour une des meilleures de la ligue. Et dans les buts, Bobrovski, comme on l'a dit, très bon gardien. Il a gagné les 2 dernières coupes, vraiment très solide. Il a volé des matchs. Puis Tarasov comme deuxième gardien. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses de cette défensive-là et des gardiens? Ben, c'est solide, c'est solide. Sur Petrie ralenti, mais c'est pareil, ça reste incroyable. Puis, tu sais, genre, sincèrement, pour Tarasov, ça reste bon. Là. C'est Bobrovski, oui, il est rendu comme à 37 ans, mais il est encore excellent. Puis, Tarasov, ben, en tout cas, va être correct. Hein. Non, on dirait que t'as pas foi en Tarasov. Pas de temps, non. Donc, selon moi, Faut. même avec les blessures, je pense que les Panthers peuvent facilement se qualifier pour les séries. Je pense que c'est une équipe qui est assez profonde, assez bien coachée aussi. On n'en parle pas assez. Je pense qu'ils ont le meilleur entraîneur de la ligue en Paul Maurice. Donc, selon moi, cette équipe-là va se rendre très très loin. Là, maintenant, on peut aller du côté de Tampa Bay. Et honnêtement, là, ça va vraiment être long. Je pense que ça va prendre une 45 minutes de parler de tous leurs mouvements d'effectifs. Donc, je vais y aller pour pas que ça prenne trop de temps. Dans les signatures, ils ont signé Yanni Gourde. Ils ont donné une prolongation de contrat de 6 ans à 2 333 333 $. C'est très précis. Ensuite de ça, du côté des transactions, ils sont allés chercher Summer Ali contre Isaac Howard qui voulait pas signer. Et au repêchage, ils n'ont rien fait. C'est tout. Voilà. C'est vraiment. Ouais, c'était vraiment très long. Ils ont fait vraiment beaucoup de mouvements. Il y avait d'autres signatures. Ils ont fait plein de petites signatures, mais je n'étais pas pour aller écrire toutes les signatures de contrat minimum de 800 000, parce que ça, ils en ont fait quelques-unes. Donc, c'est ça, là. C'est pas mal tout. C'est pas mal la même équipe que l'année passée. Donc, si on regarde l'alignement, premier trio, selon moi, le premier trio, le meilleur premier trio de la ligue est complet. T'as Gensel, Point, Kucherov, t'as rien à redire là-dessus. Excellent. Deuxième trio, t'as Eagle, Cirelli et Concalvez. C'est sûr que deux tiers du trio, excellent, vraiment fantastique. La troisième partie, on peut en reparler. Troisième trio, Brock, Strand, Gourde et Geeky. Honnêtement, très très bon. Si Geeky est capable de prendre un autre niveau dans son jeune développement. Ensuite de ça, quatrième trio, t'as Jurgensen, Holmberg, désolé, et Shafi. Donc, honnêtement, cet alignement-là, je comprends pourquoi ils n'ont pas fait de grands changements. Parce qu'honnêtement, c'est très solide. Surtout, tes 3 premiers centres, Point, Cirelli, Gourde, ça fait très très bien. Du côté gauche, Gensel, Eagle, Brockstrand, c'est très bon. Peut-être un ailier droit de plus qui pourrait être intéressant, mais pour vrai, cette attaque-là reste vraiment très intéressante. Je pense qu'ils vont se battre en attaque pour la meilleure attaque de la division S au complet. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de cette attaque-là? Très solide, même si je suis pas convaincu de Conchalvez deuxième trio, genre vraiment pas. Là. Puis je serais content de voir Connor Geeky prendre un autre niveau aussi, mais sinon on reste très solide. Puis justement, si Geeky prend un autre niveau, il pourrait peut-être prendre la place au deuxième trio, on sait jamais, on peut voir qu'est-ce qu'il pourrait avoir. Puis aussi, il faut noter que Paul, qui était le troisième centre l'année dernière, est blessé, donc peut-être que quand il va revenir, il va prendre la place de Gourde, Gourde va aller à l'aile ou sur le quatrième trio, donc il y a encore plus de profondeur dans cette équipe-là. Donc si on regarde du côté de la défense, selon Puckpedia, c'est Edman avec ton GOAT, JJ Moser. Ah, JJ Moser, je t'adore. Ensuite de ça, ils ont McDonough et Chernak, une paire très défensive qui peut jouer contre les meilleurs trios adverses. Et la troisième paire, c'est Lilberg et Radish. Donc pour vrai, cette défensive-là est très solide. C'est sûr qu'elle commence à être plus vieille. Il n'y a plus le star power quand il y avait Sergachev il y a une couple d'années. Mais ça reste une défensive vraiment très très bonne. Et devant, dans les buts, t'as un gardien qui a fini finaliste pour le Vizina, qui est très bon depuis une dizaine d'années. Vasilevski, comme tu l'as nommé, Johansson comme deuxième gardien. Donc pour vrai, très solide. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette défensive-là et des gardiens? La défensive, je la trouve sympathique. C'est sûr que c'est un peu chien pour Tampa Bay, c'est de tout mettre, de tout miser sur la défensive, de tout miser sur le fait que JJ Moser va carry. C'est comme, il est jeune encore. Arrête de dingue. Non. Arrête de dingue. Il carry, il a été blessé l'année passée. Il carry à la place de Victor Edmond. Oui, il carry défensivement. Mais en même temps, on l'a drafté l'année passée dans notre pool, puis on a gagné. Donc, Puis cette année, je l'ai drafté aussi. trop facile. My GOAT, JJ Moser. I believe in JJ Moser supremacy. Mais en même temps, c'est juste la première paire avec Edmond, puis il est souvent en même temps que le premier trio, puis vraiment c'est des points. Ben oui. Non, je dis JJ Moser est bon. Puis sinon, McDonough, oui, il a ralenti, mais il a encore son niveau Chernak solide. Lilleberg, Radish, bon,
sympathique sans plus. Puis sinon, le nouveau gardien, avec un Vasilevski, tu n'as pas besoin d'avoir un huge backup. Là. Donc, Johansson, il est moyen, mais il fait la job en tant que tel. Puis avec la def qui est devant lui, c'est pas trop dur pour lui. C'est moins pire que Matt Tompkins, mettons. Mais, puis tout le respect que j'ai pour Matt Tompkins, là, mais en tant que tel, Johansson, ça reste sympathique. Puis Vasilevski, très solide. Puis avec Nick Paul, ça va être encore mieux. Donc, Tampa Bay, s'il ne gagne pas Floride au premier tour, il risque peut-être de faire un deep playoff. Ouais, parce que ça fait. Mais ça fait comme. C'est pas, ça fait genre 4 ans qu'ils se pognent au premier tour ou genre au deuxième tour, ça fait ils 4 se ans. pognent. Ouais. C'est souvent un de l'autre, c'est lui qui sera en finale. Ben, 3 fois dans les 4 dernières saisons. Parce qu'en 2023, Tampa Bay s'était fait sortir au premier tour, mais par Toronto. Ok, ouais. Oui, c'est vrai. C'était la première fois en genre 19 ans ou je sais pas trop. Ouais. C'est ça. Ok, donc si justement, parlant de Toronto, c'est au tour de Toronto d'aller faire le preview. Donc eux, ils ont quand même fait quelques mouvements de plus. Quand même des gros mouvements, ça a vraiment été pas un changement d'identité, mais quasiment du côté de Toronto. Donc si on regarde premièrement dans les signatures, ils ont re-signé John Tavares pour la de contrat. Il a pris pour de vrai un discount. 4 ans, 4 Oui. millions, 389 280. Donc, il faut être précis dans les chiffres. Oui. Il voulait exactement ce chiffre-là. Donc, pour vrai, il aurait pu demander 6, 7. Il le mérite. Là. Il a fait proche de 40 buts, si je me trompe pas. Puis en fin de saison, il marquait quasiment tous les matchs. Donc, encore un très bon joueur, même s'il commence à être un peu plus vieux. Ensuite, ça, Matthew Nice, prolongation de contrat de 6 ans, 7,75 millions de dollars. Un contrat qui ressemble à lui de Slavkovski. C'est deux joueurs qui sont souvent comparés parce que c'est deux gros gabarits. Mais ils jouent pas exactement pareil. Mais c'est des contrats. Comparé, c'est chiant pour Matthew Nice, là, excusez. Ben, selon moi, Slavkovski va faire plus de points cette année, mais ça, c'est. T'as-tu d'autres tics dégueux ou À ce que je sache, Matthew Nice, c'est pas non plus un gars qui fait 90 points, là. Faut pas que. Oublie pas, je parle pas il fait déjà plus de points Je parle pas d'Austin Matthews, là. Je parle de Matthew Nice. Pareil, il fait quand même plus de points que Slav, là. Ben, Matthew Nice, Matthew Nice, la saison dernière, en jouant avec Austin Matthews, il a fait 58 points. Slav, en jouant avec Nick Suzuki, qui est pas mal un downgrade, il a fait 51. Donc, c'est pas mal similaire, là. Matthew Nice, il est meilleur, c'est même pas. En tout cas. Matthew Nice, c'est il y a moins plus vieux, d'expérience. faut y donner. Il y a moins d'expérience. Ben, il a joué 3 ans, là. Il a autant d'expérience. T'as rien à dire. Tu sais, pareil, que je vais trouver n'importe quelle raison pour Ren sur Slav. Donc, on continue Matthew Nice, c'est très bien, bonne signature. Ok, maintenant, c'est pas ça. Il y a Steven Lawrence qui a signé pour prolongation de contrat 3 ans, 1,350 000. Donc, vraiment un joueur de profondeur. Ensuite de ça, Anthony Stolarz, comme on a parlé tantôt. Oui. Donc, on va pas retourner sur son contrat. Et là, la grosse signature. Légende. Légende. Michael Pezzetta. 812 000 $. Donc, c'est quand même fou de se dire que Pezzetta, qui a fait 0 points l'année dernière, donc qui est vraiment pas bon, fait quasiment 1 million de dollars par année. Mais au moins, il est là pour l'esprit d'équipe, ses longs cheveux, ses célébrations en sorte de pénalité et tout ça. Son tir de pénalité avec sa célébration, c'était quand même insane. Ça, faut s'en souvenir de ça, Pezzetta go test. Sinon, trade, sont allés chercher quand même des joueurs sympathique, mais c'est sûr que Toronto, ils en ont perdu un gros. En tout cas, parle-nous des trades des Maple Leafs. Ben, ils sont allés chercher, on pourrait dire, des joueurs qui sont capables de jouer physique, ils ont pas peur d'aller d'un bound. Premièrement, Dakota Joshua contre un choix de 4e tour à Vancouver. Donc, c'est vraiment pas cher payé pour un joueur qui peut facilement jouer sur ton bottom 6. Ensuite, ils sont allés chercher Matt Shelley contre un choix de 3e tour à Utah. Moi, je trouve ça très très bon. On le sait, la saison recrue, il avait quand même très bien fait. L'année dernière, ça a été plus compliqué. Mais je pense moi, je sais. Parce qu'il était en dépression depuis jouer en Arizona, puis il était rendu à Salt Lake. C'est pour ça qu'il marchait pas. Ouais, c'est pour ça que Keller, lui, a réussi à faire sa meilleure saison. Vraiment juste 4 points de plus qu'en 22-23. Ben, c'est quand même une meilleure saison. Parce qu'il y avait une meilleure équipe aussi. Ah, détail. Donc, c'est de ça, la grosse transaction que tout le monde a parlé, c'est Mitch Marner contre Nicolas Roy. Donc, si tu regardes juste ça, tu fais genre, mais c'est quoi ce vol? Quoi? C'est parce que Marner allait pas signer, puis c'était ça où il allait juste rien avoir. Donc, au moins, ils ont eu Nicolas Roy qui peut jouer sur un 3e ou 4e trio. Et Mitch Marner, le gros joueur qui est parti, ça va faire un gros trou. Mais on comprend Marner de vouloir aller jouer ailleurs. Comme il en a parlé, ça a commencé à devenir dangereux pour sa famille. Il y a du monde qui venait peut-être chez eux. Puis honnêtement, Matthews, Marner, t'as beau les aimer ou pas, je peux les comprendre depuis vouloir jouer à Toronto. Les fans sont tellement intenses avec eux. Ouais, Matthews, je peux jouer à Toronto? Non, il a pas dit ça, mais je dis s'il veut plus jouer à Toronto, je le comprendrais. Ouais. Parce que c'est vraiment intense à Toronto.
quand ça marche pas, ils brûlent leur chandail, puis ils essaient de trouver leur adresse pour aller faire des menaces. Donc, je peux comprendre Marner d'être parti. Puis à Vegas, il va être bien. Il va être entouré de genre Eichel, Stone, Hurtle. Je pense que c'est une assez bonne équipe. Ouais. Donc, puis du côté du repêchage, ben, ils n'ont pas fait grand-chose. Comme eux aussi, c'est une très bonne équipe, donc ils ont très peu de choix. Donc, si on regarde l'aliment selon Puckpedia, ils mettent Matthew Nice, Matthews et Domi. Mais j'ai vu plusieurs fois aux pratiques que c'était Machelli qui jouait là aussi. Donc, ça pourrait être Machelli, on va voir ce que ça va donner. Sinon, le deuxième trio, c'est Bobby Beckman, Tavares, Nylander. Nylander, Tavares, on sait, ça fait plusieurs années qu'ils jouent ensemble. Ça fonctionne très très bien. Après ça, un troisième trio selon Puckpedia, complètement nouveau. C'est Dakota Joshua, Nicolas Roy et Machelli, on va voir qu'est-ce qui pourrait arriver. Ça peut être un trio qui met beaucoup d'échecs avant. Ensuite de ça, ils mettent comme quatrième trio Lawrence, Lawton et là, fâche-toi pas trop. Ils mettent Easton Cowan. On le sait. Je l'ai vu, j'ai envie de flipper une table. Easton Cowan, c'est un très bon joueur. C'est juste que, avec Équipe Canada, il a été pourri, pis depuis ce temps-là, nous on le déteste. Sa feinte là, qui lève la patte là, pis qu'il tire direct sur le gardien là, ça là, je l'ai au fin fond du pouvez vous imaginer où là. Pour vrai là, hey, ça fait 2 ans qu'on perd encore de finale, là, inacceptable. Surtout quand on prend des gars comme Catafort pis et le fils de Denis Gauthier là. C'est pas des joueurs qu'on prend à la place de Missa, de Michael Age, de Greentree, de Yakemchuk, de Andrew Crystal. Hey, je vais me calmer, c'était pas ça le but. On parle de Toronto, je me calme. Faut que je me calme. Non, mais ça, c'est correct. Mais il faut du grit. Oublie pas. C'est important du grit dans un tournoi d'une semaine. C'est important. Je me calme. Et ouais, Easton Cowan et, en tout cas, espérons qu'il soit meilleur LNH qu'au Mondial Junior. Sinon, attaque, ben, quand même, attaque très très solide avec beaucoup de profondeur. Puis ouais, c'est juste ça que j'ai à dire. J'ai hâte de voir mes deux Yachts Legend, Machelli, Domi, bien joué. Je sais pas si Domi avec Matthews va avoir la même chimie qu'avec Drouin. Non, impossible. La chimie avec Drouin était juste à un autre niveau. Là. Ouais, la saison 72 points. Là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc maintenant, on peut passer au niveau de la def, qui est quand même assez solide aussi. Pour vrai, assez solide. Il n'y a rien de wow. Il n'y a pas vraiment de défenseurs que je pourrais dire numéro 1 étoile, mais c'est très solide. McCabe avec Tanev, c'est une première paire qui peut jouer contre n'importe quel trio adverse. C'est ça, tu as Riley Carlo. C'est peut-être Riley qui est considéré comme un défenseur numéro 1, mais c'est pas élite non plus. Mais il est quand même capable d'amener de l'attaque, de faire une bonne première passe et d'être un carrière sur une première avantage numérique. Ensuite ça, tu as Benoît avec Engman Larson. Donc pour vrai, c'est 3 paires quand même assez très intéressantes. Benoît est quand même très bien fait l'année dernière. Ensuite ça, dans les buts, Stolarz et Wolf. Donc la question qui va être, c'est est-ce que les deux sont capables de rester en santé? Est-ce qu'il y en a un des deux qui est capable de prendre la place de gardien partant? Sinon, ils vont peut-être manager 50-50. On va voir ce que ça va donner. Mais les deux sont quand même très respectables. Et Stolarz, s'il continue l'année dernière, ça va être très très bon pour lui. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de cette défensive-là et des gardiens? Ben, défensive très solide. Hâte de voir mon Yosejan Ulrich Manarson. Je trouve qu'il joue bien quand même depuis qu'il il a fait les Panthers, il a gagné la coupe. Il joue avec Toronto. T'sais, oui, il a ralenti. C'est plus le Primo Yell avec les qu'en Arizona, mais pareil, il est encore très solide avec Manarson. C'est sur une troisième paire, ça se perd pas. Puis gardien, on me dit que Wall est out. Je sais pas pour combien de temps. Donc là, leur backup, c'est Dennis Eldebay. En espérant que Wall revienne. Mais Wall, je pense pas que le problème, c'est nécessairement les blessures, c'est plus l'inconstance. Des fois, avec Joseph Wall, c'est peut-être plus ça. Parce qu'en playoff, il n'a pas été flamboyant non plus contre les Panthers. Mais en tout cas, Stolarz, ça peut être solide en tant que tel, même si Stolarz... Moi, je trouve que ça fait comme un peu tous les cas qu'on a vus dans les dernières années de gardiens qui ont été moyens toute leur carrière, puis que là, ils commencent à être bons parce qu'ils jouent avec une bonne équipe. Puis là, ils se ramassent avec une autre équipe qui sont vraiment moyens, comme des Grubauer, des Georgiev, des Jack Campbell de ce monde. Donc, tu sais, j'ai peur que Stolarz, ce soit pareil, mais en tout cas, pour l'instant, il va bien. Tant qu'il se blesse pas tout, ça devrait bien aller. Mais sinon, très solide pour Toronto aussi. Puis qu'est-ce que je voudrais rajouter avant qu'on termine, c'est que dans les extras, il y a quand même plusieurs bons extras. Il y a Nick Robertson, il y a David Kempf, il y a Pezzetta. Là, je dis bon extra. Il peut amener peut-être un peu de robustesse. Mais comme on voit qu'il y a de la profondeur du côté de Toronto. Donc, honnêtement, oui, on perd du Marner. Ça va faire très mal, c'est sûr. Mais en même temps, tu as encore Matthews, Tavares, Nylander, tu as encore une bonne équipe. Je pense que c'est sûr qu'ils vont être en série et ils vont se battre pour la première place selon moi. Je vais pas vous dire mon classement tout de suite parce que la semaine prochaine, quand je vais faire la preview des Canadiens, après ça, on va faire nos prédictions pour le début de saison de la Ligue nationale qui commence très bientôt. Mais Toronto vont sûrement se battre avec probablement le Lightning pour la première place de cette division-là. Ça reste une très bonne équipe, mais j'ai hâte de voir est-ce que ça va amener un vent nouveau depuis avoir Marner. Est-ce que Matthews va perdre moins de points vu qu'il est plus avec Marner? On va voir tout ça. Donc ça fait pas mal le tour pour les
les previews des équipes de la division Atlantique d'aujourd'hui. Donc, c'est pas mal tout ce qui conclut notre épisode de cette semaine. Donc, j'espère que vous avez apprécié. La semaine prochaine, comme tu l'as dit, on va faire le preview des Canadiens de Montréal puis un peu de la saison. Tu vas faire tes previews dans toutes les divisions de la Ligue, le classement, les trophées également. Toujours le bloc actualité. Il va y avoir le Grand Prix de Singapour qui s'en vient fin de semaine prochaine aussi. Donc, ça va être surveillé. Puis sinon, ça va être également le début des séries dans la MLB aussi. On va quand même faire un petit détour en plus des finales de la WNBA qui vont avoir commencé aussi. Donc, plein de bons sujets qui nous attendent aussi la semaine prochaine. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Puis on va se retrouver la semaine prochaine pour le prochain.